Avant de commencer l'épisode, je veux vous parler d'une collaboration que j'ai faite cette saison. Je vais vous parler de Poséidon. Alors, je suis certaine que vous connaissez cette belle compagnie Poséidon qui c'est des bombes à cocktail. Puis pourquoi j'ai décidé de collaborer avec cette compagnie? Parce que c'est moi qui ai décidé de les approcher. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que, premièrement, c'est fait au Québec et vous savez comment, pour moi, c'est important d'encourager Québécois. Et deuxièmement, parce que avec ces bombes-là, vous pouvez décider de mettre soit de l'alcool ou pas. Puis on le sait, parfois, l'alcool, ça peut avoir des effets négatifs sur sa personne. Alors, on peut aussi se faire des mocktails. Puis c'est ça que j'avais envie de mettre de l'avant, d'arrêter d'avoir une pression, de toujours devoir avoir de l'alcool dans des petites soirées quand on boit un petit drink. Tu sais, les petits drinks sans alcool peuvent être autant bons. Donc, avec Poséidon, vous avez la possibilité de mettre de l'alcool ou pas. Vous avez même le droit à 10% de rabais avec le code Nourris ton esprit, tout en majuscule. Alors, je vous souhaite un bon épisode. Un peu avec le feeling. Des fois, je me dis comment il va en avoir tant, puis c'est jamais qu'est-ce que je me suis dit. Mais allô, Emmanuelle! Allô! Merci. Je partais pour dire merci d'être présente puis de m'accueillir chez toi. Ça me fait plaisir dans mon petit studio improvisé. Oui, exactement. Mais là, aujourd'hui, on va parler de sexualité parce que tu es sexologue. Ouais. Fait que je te laisserai un petit peu te présenter. Puis, je vois des grosses fautes que j'ai faites tantôt dans même le mot parcours. Mais bon, c'est pas grave. Pas qu'on allait parler. Mais c'est ça, si tu veux un petit peu te présenter, puis aussi ton parcours là, en tant que sexologue. Ouais. Je sais pas trop par où commencer. C'est toujours une difficile question. Ouais. En fait, moi, je suis allée... pour commencer, je suis allée étudier la sexologie à Montréal, je dirais. Oh non, on a perdu un décor. Un petit décor, c'est pas grave, il va rester là. En fait, je me cherchais vraiment, je dirais, comme avant de commencer à étudier en sexologie, là, tu sais, je me suis posé beaucoup de questions sur ce que je voulais faire dans la vie, genre, j'ai hésité en tous les domaines, plus de la santé, puis les domaines sociaux, puis à Québec aussi, tu sais, tu viens aussi pas de Montréal, puis plus de région, tu sais, on entendait, je savais même pas c'était quoi, en fait, la sexologie, j'en avais jamais vraiment entendu parler, puis je l'ai découvert à la fin de mon cégep, avec un cours de sexualité et culture, puis c'est vraiment là où je me suis dit, comme j'ai été voir c'était quoi les métiers qui étaient en lien avec ça, puis s'il y avait quelque chose que je pouvais faire en lien avec ça, puis j'ai découvert que sexologie, c'était un domaine qui existait, puis que sexologue, c'était un métier, en fait, là. Mais c'est vrai, là, on en parle un petit peu plus, j'ai l'impression, même dans les écoles, tu sais, il y a des sexologues, mais moi, au primaire, il n'y avait pas de sexologue qui venait à l'école, c'était mon professeur qui m'expliquait. Ouais. Non, c'est ça, j'en avais à peine entendu parler, là. Puis, j'ai fini mon cégep, j'ai été faire un stage au Cameroun, puis après, je suis déménagée à Montréal, puis là, j'ai commencé à étudier la sexologie, puis finalement, après quelques sessions, j'ai pris une session comme sans cours, là, une petite pause pour aller faire un stage en République dominicaine. C'était un stage de programme de stages internationaux pour les jeunes par... c'était un peu comme similaire au Québec sans frontières, mais c'était pour les professionnels en devenir, là, disons. Fait que j'ai pris, ou les professionnels, nouveaux professionnels. Fait que j'ai pris une pause un petit peu d'études pour aller là, puis là, la pandémie est arrivée pendant notre stage qui a été coupé un peu plus court. Puis finalement, je suis revenue à Québec parce que j'avais comme tout laissé ma vie à Montréal un petit peu pour mon stage qui était supposé durer 6 mois. Puis je suis revenue à Québec, puis en complétant mes cours à distance, j'ai commencé à travailler là dans le domaine. Fait que j'ai travaillé pendant quelques années au Miel du Québec dans un organisme en VIH. Puis j'ai fait quelques petits autres emplois à travers tout ça. Puis après, j'ai fait mon stage en maison de naissance aussi, mon stage final. Ouais, fait que j'ai développé des expériences avec plusieurs clientèles. Tu sais, je voulais un peu toucher à tout, voir qu'est-ce qui m'intéressait le plus. Mais je dirais qu'il y avait quelque chose qui revenait souvent. Puis c'était comme les différences culturelles un petit peu, puis l'adaptation culturelle que j'avais découvert autant dans mes stages que aussi en travaillant au Miel, parce que je travaillais entre autres auprès des personnes de la diversité culturelle. Puis
finalement, après mon congé de maternité, ben j'ai eu envie de démarrer ma pratique privée. Donc, maintenant, je me consacre à temps plein à ma pratique privée, puis j'offre des consultations virtuelles, puis d'autres services qui sortent tranquillement, là, comme là, je viens de sortir un programme. Fait que j'essaie de diversifier un petit peu ce que j'offre comme service, mais j'aime vraiment ça, le pouvoir... On peut plus aussi décider qu'est-ce que tu veux créer aussi, là, parce que quand on est au privé, ben on peut aussi aller avec notre créativité. C'est sûr que dans le communautaire aussi quand même, là, mais c'est un petit peu plus large quand on est au privé, tu sais, on peut vraiment décider de faire qu'est-ce qui nous intéresse, là. Ouais, vraiment. Mais ça a été des expériences vraiment fun au communautaire aussi, tu sais, parce que on travaillait dans le VIH, mais on touchait à plusieurs populations, fait que ça m'a vraiment permis de développer des expériences le fun auprès de plusieurs clientèles, puis j'ai travaillé dans le secteur de la prévention, fait qu'on faisait beaucoup d'éducation à la sexualité aussi, de prévention, puis c'était le fun de, travailler en ETSS, mais de quand même arriver à développer un autre angle, tu sais, je sais pas, toi, si t'as eu des cours d'éducation à la sexualité, là, mais... pas tant que ça. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, le peu que j'avais eu au secondaire, c'était les TSS, mais c'était centré sur la peur, puis comme des photos des symptômes, puis c'était terrible qu'on recevait comme éducation. Donc, de pouvoir travailler dans ce domaine-là quand même, et de l'amener sous un autre angle, tu sais, de promotion, mais quand même centré sur une sexualité qui est positive, puis sur le plaisir, tu sais, c'était vraiment le fun, puis c'était des beaux défis, là. Ah, c'est certain. Mais, tu sais, je pense que aussi parce que t'as ton propre podcast aussi, fait que, tu sais, l'éducation, on peut le retrouver aussi sur les réseaux sociaux, avec un podcast, donc je pense que tu peux aller rechercher aussi cette petite action-là là, que tu pouvais faire avant aussi. Ouais, vraiment. Ça ressemblait-tu à ça un petit peu pour ton parcours? Ouais, ça a fait le tour. C'est drôle parce que quand j'ai fini mon secondaire, moi je voulais être sexologue. OK. Mais vu que c'était à Montréal, puis une petite fille de campagne, tu sais, juste faire le move de Bas-Saint-Laurent, Québec, je trouvais ça quand même trop. J'étais pas game de faire... Ouais, ça fait loin aussi pour la famille et tout. Oui, c'est ça. Puis l'année que, mettons, ma première année deuxième année d'Uni, là, c'était le bac est rendu à Laval. Ouais, depuis l'année passée. Ouais, c'est ça. Fait que ma première comme année d'Uni, mais là, moi, j'ai juste 2 ans de bac à faire, fait que j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Mais tu sais, je trouve ça fun de aussi pouvoir parler avec une sexologue. C'est pour ça aussi que ça m'intéressait comme épisode de podcast. Ouais, mais c'est le fun qu'il soit rendu à l'Université Laval aussi, puis je pense que ça va développer beaucoup d'emplois aussi, puis juste que ça soit plus reconnu, là, comme profession à Québec, puis en région aussi, partout autour de Québec, là, fait que c'est vraiment le fun. Mais c'est ça, on avait quand même beaucoup de sujets à parler. Puis j'ai fait une petite Q&A là, sur Instagram aussi, donc on a quelques personnes qui nous ont posé des questions. Ouais. Mais je voulais un petit peu qu'on commence par parler de la difficulté à s'engager. Parce que, ben, tu sais, moi, j'en entends quand même beaucoup parler, puis même dans mes consultations, dans mon stage, des fois, j'ai des usagers qui viennent me voir, puis qui ont de la difficulté à être capables de s'engager dans une relation. Ils trouvent la personne attirante, ils trouvent que la personne pourrait bien fitter, comme on dit, dans leur routine, dans leur quotidien, mais ils ont toujours cette petite peur-là de faire comme le move un petit peu, là. Ouais. Ben, il y a différentes choses qui peuvent être liées à ça, tu sais, c'est difficile de donner, par exemple, des conseils vraiment généraux, tu sais, je pense que ça vaut la peine individuellement, soit d'aller chercher justement de l'aide professionnelle, aller voir un petit peu qu'est-ce qui se cache en dessous, est-ce que c'est lié à des blessures, à des expériences passées, puis c'est quoi les émotions un petit peu aussi que ça l'amène, parce que moi, souvent, il y a plusieurs choses que je vois en lien avec ça, mais une des choses qui revient, des fois, c'est d'aller voir c'est quoi les attentes un petit peu de la personne, parce que je pense que entre autres dans les films, dans les médias, tu sais, des fois, on va creuser un petit peu, puis on réalise que on a des attentes qui sont vraiment pas réalistes, là, par exemple. Fait que, tu sais, oui, il y a comme la compatibilité que les gens vont voir, mais des fois, ils vont vraiment s'attendre à avoir des papillons, des feux d'artifice, des étincelles qu'ils verront pas. Puis là, se mettre à focusser sur toutes les petites choses comme qui devraient être présentes, mais qui le sont pas, ou se mettre à suranalyser beaucoup certaines pensées qui vont être présentes en début de relation, tu sais, en se disant, par exemple, ben là, si je pense à ça, ou si j'ai telle pensée qui survient, ça veut dire que c'est pas la personne pour moi, ou qu'elle est pas vraiment faite pour moi, puis ça peut vraiment devenir anxiogène, tu sais, de se mettre à focusser sur ces pensées-là, par exemple. Puis c'est vrai qu'on entend beaucoup, ben je sais pas si t'as déjà entendu ça, mais tu sais, un début de relation, ça doit être facile, tu dois être tout de suite en amour, puis savoir que c'est la personne de tes rêves, là. Puis tu sais, il y a certaines personnes
que de base, ils ont un style d'attachement qui peut être un petit peu plus anxieux. Donc, s'engager dans une relation, ça peut être déjà plus difficile, là. Ouais, vraiment. Fait que je pense qu'il y a une grande partie qui est, ben, d'aller chercher, tu sais, l'accompagnement si on a besoin, mais d'aller voir comment on se sent, accueillir un petit peu toutes ces émotions-là. Puis si on voit que, tu sais, il y a de l'anxiété, du stress aussi, ben c'est beaucoup d'apprendre à gérer cette anxiété puis ce stress-là, je pense, qui revient. Puis c'est une chose qui revient beaucoup en consultation aussi, là, d'apprendre à définir qu'est-ce que la personne, elle veut vraiment en relation. Tu sais, c'est quoi ses attentes, puis c'est quoi des attentes qui sont réalistes. Ouais. Puis d'aller voir comment est-ce qu'on peut mieux gérer, disons, toutes les émotions chargées que ça peut entraîner en début de relation aussi. Là. Puis tu sais, tu parles un peu de savoir c'est quoi nos attentes. Est-ce qu'il y aurait peut-être des trucs ou mettons, des manières de réfléchir à savoir, tu sais, c'est quoi nos attentes dans une relation? Parce que il y a certaines personnes qui ont jamais été vraiment dans une relation sérieuse, donc ils ne savent pas c'est quoi que je veux réellement, là. Ouais. Ben, je pense qu'une première partie, c'est déjà de se questionner sur c'est quoi les messages qu'on a reçus par rapport à comment ça devait se passer. Tu sais, qu'est-ce qu'on a appris, autant des modèles qu'on a eus, par exemple, de nos parents, dans les films aussi. Tu sais, il y a tellement d'attentes qui se créent à travers ça. Des fois, on réalise pas l'impact que ça a eu, là, toutes les comédies romantiques, là. On en a parlé dans un épisode, justement, avec Rose, là, de mon podcast, sur comme tout l'impact des séries puis des films. Mais ça vient jouer beaucoup, là, sur les attentes qu'on se crée. Fait que je pense d'aller voir un petit peu c'était quoi qu'on s'imagine qui devrait être présent, puis versus à l'inverse, aller se questionner sur nous, c'est quoi nos indispensables là, dans le fond dans une relation, c'est quoi qu'on veut vraiment qu'il soit présent en fait, qu'est-ce qu'on veut partager avec la personne, qu'est-ce qui est indispensable pour nous dans une relation. De prendre le temps de regarder ton environnement proche, puis aussi, comme tu as dit, parce que c'est vrai que les films, les émissions, c'est soit que c'est vraiment, j'ai l'impression, quétaine dans le sens que ton partenaire va tout faire pour toi, ou sinon c'est toxique, puis tu sais je te veux pas, puis tu sais on a beaucoup un peu cette toxicité là aussi, donc c'est difficile de des fois être capable de savoir qu'est-ce qu'on veut réellement, parce que veut pas, on grandit avec puis les relations toxiques ont beaucoup été romantisées là-dedans, ou les dynamiques de, tu sais, suis-moi, je te suis. Ça, là. C'est vrai que c'est très romantisé. Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup lire des romans, des romans d'amour. Puis, au début, tu sais, il y avait beaucoup de romans que je trouvais c'était toxique. Puis là, tu sais, j'essaie de trouver des romans que, oui, il peut avoir un peu de difficulté dans un couple, comme c'est tout à fait normal, là, mais qui sont quand même capables d'avoir une bonne communication et tout. Fait que je pense que ça, personnellement, moi, c'est des choses que je préfère un petit peu, parce que ça me met pas dans l'ambiance de la toxicité. C'est wow, c'est beau, pis c'est ça qu'on devrait avoir. Exact. Puis, tu sais, ça reste que ça va toujours... Tu sais, ça peut amener un certain réconfort, tu sais, c'est pas de plus écouter comme de films romantiques ou de séries qui nous font du bien comme ça, mais je pense que c'est juste de toujours garder en tête que c'est pas des attentes réalistes à avoir, là, tu sais, le prince charmant, il va peut-être pas arriver en cognant à la porte ou en tirant des petites pierres pour nous apporter des roses, là, chaque fois qu'on se calme. C'est sûr. C'est juste que je tousse. J'ai eu une sinusite il y a comme 1 mois, là, puis on dirait que ça l'a resté. C'est correct. mais je pense que ça donne quand même des bonnes réponses sur ça. Puis, un sujet que tu parles quand même beaucoup sur tes réseaux, puis j'aime vraiment ça parce que je trouve que on met pas beaucoup d'emphase sur la différence avec le désir sexuel. Donc, t'es avec ton partenaire, puis vous avez pas... là, je dis ton partenaire, mais c'est ta ou ton partenaire, on s'entend, là. Vous avez pas le même désir sexuel, donc un peu comment naviguer dans tout ça, parce que je sais que ça peut être très anxiogène, puis même certaines personnes, ils peuvent se poser des questions sur leur relation. Que j'imagine que, tu sais, si t'en parles, c'est que ça revient quand même souvent dans tes consultations. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup, tu sais, quand il y a une personne qui a plus de désir, l'autre qui a moins de désir dans une relation, puis souvent, ben, ça va amener plusieurs dynamiques difficiles à gérer dans la relation, puis, tu sais, je pense que ça revient encore une fois un petit peu à nos attentes, mais c'est aussi de se rappeler que c'est normal, tu sais, d'avoir, comme premièrement, c'est vraiment quelque chose qui va fluctuer à travers le temps, là, le désir sexuel, c'est pas quelque chose de stable, puis ça veut pas dire, là, nécessairement qu'on aime plus la personne ou qu'elle nous attire plus, souvent, c'est vraiment les premières choses que les gens vont avoir
en tête, puis c'est ça qui fait en sorte que ça va être vraiment difficile, tu sais, parce que ça va être beaucoup associé à... Ça va faire ressortir des insécurités un petit peu, là. Ouais, c'est certain, puis je pense que, comme tu as dit, il peut y avoir plein... ben, comme tu dis souvent sur tes réseaux sociaux, là, il peut y avoir beaucoup de... je cherche le mot, mais comme de raisons, tu sais, que tu peux avoir. Ouais, il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer sur le désir, là. Exactement. Je sais pas si tu veux un petit peu en parler. Ben, il y a beaucoup de choses, puis, tu sais, moi, les gens, par exemple, qui viennent consulter pour ça, souvent, ça va être quand même dans des périodes de changement importantes, là. Par exemple, tu sais, je travaille beaucoup avec les parents, puis c'est sûr que, ben, le fait d'avoir des enfants ou une grossesse, c'est des choses qui vont venir beaucoup influencer là, sur le désir. Fait tu sais, la qualité de la relation vient jouer énormément aussi sur le désir, puis la charge mentale, juste notre bien-être en général. Il y a beaucoup d'éléments du contexte qui peuvent venir jouer sur notre niveau de désir, mais ce qui arrive souvent, c'est que il y a certaines dynamiques qui vont se créer quand il y a un écart de désir qui font que, par exemple, soit la personne qui va avoir un petit peu plus de désir va initier à plusieurs reprises, va faire des tentatives vers l'autre personne, puis va être rejetée, puis va se sentir blessée, puis à un moment donné, ben soit va mettre peut-être un petit peu moins d'effort dans la façon dont elle va initier, ou va juste abandonner complètement, tu sais, puis par peur de se faire rejeter, fera plus nécessairement de tentatives. Puis ça risque, en fait, de faire en sorte qu'il n'y ait plus ou pas vraiment de rapprochement, même au-delà de la sexualité, tu sais, qu'il n'y ait plus beaucoup d'affection dans la relation. Puis même souvent, ben l'autre personne qui va avoir moins de désir, ben peut venir à sentir de la pression, se sentir coupable, que ça amène du stress, de l'anxiété, puis ça vient vraiment aussi nuire au désir. Ben, c'est ça que je partais pour dire, tu sais, si tu te mets une grosse pression, puis que là, tu commences à stresser, te dire je vais arriver chez moi, il va falloir qu'on ait des rapprochements, puis là, tu penses à ça, c'est ben pas sûr, mais il y a plus de chances que ça te tente moins... vraiment. Puis dans ces cas-là, souvent, c'est que là, la sexualité va devenir comme une tâche ou une obligation, tu sais, puis ça sera plus autant centré sur le plaisir ou pour soi, mais il y a souvent des personnes qui vont se forcer pendant un bon moment ou le faire juste pour faire plaisir à l'autre ou vont avoir l'impression qu'ils doivent répondre à leurs besoins, puis c'est là où ça va venir renforcer cet écart-là de désir, parce que peut-être que pendant un bout, ça va fonctionner, là, de te forcer pour éviter une chicane ou pour l'autre, mais à un moment donné, tu sais, même le corps, il voudra plus, là, puis il va t'envoyer des signes aussi, là, puis la tête puis le corps vont devenir un peu déconnectés, là. Ouais. Puis dans ces cas-là, j'imagine, tu sais, avoir des consultations avec une sexologue, ça peut quand même être aidant, là, tu sais, si le corps puis la tête se déconnectent un peu. Puis c'est quoi les signaux que, mettons, qu'on peut reconnaître, de se dire « Ah, peut-être que là, tu sais, je suis un peu déconnectée avec mon corps. » Ouais. Mais en fait, souvent aussi, les gens vont beaucoup attendre, là, tu sais, que la sexualité soit source de beaucoup de conflits, de tensions, tu sais, des fois, les gens vont venir à un point où ils seront même plus capables d'aborder la sexualité parce que chaque fois, tu sais, ça vient comme trop chercher d'émotions, de blessures, puis c'est rendu vraiment difficile à aborder. Pas nécessairement besoin d'attendre ça pour aller comme consulter puis chercher de l'aide, mais pour répondre à ta question aussi, là, tu sais, les signes, là, par exemple, que, tu sais, notre tête, notre corps sont déconnectés, des fois, c'est juste les émotions qui vont entourer la sexualité, ou, tu sais, après une relation sexuelle, tu sais, les gens vont se sentir, on peut venir à se sentir pas bien, par exemple, ou sentir un petit peu de la culpabilité, des fois même du dégoût, par exemple, pas nécessairement pour l'autre, mais juste même envers soi ou envers la situation. On va venir à éviter souvent, comme pas juste la sexualité, mais toutes les formes de rapprochement, souvent par peur que l'autre personne se crée des attentes, puis ça peut emmener même à des douleurs sexuelles, là, par exemple, un petit peu, parce que quand on n'a pas envie, notre corps nous envoie quand même un petit peu des signes, des fois on peut être contracté, fait que ça peut amener des douleurs certaines fois aussi. Il y a beaucoup de signes quand même qui peuvent... mais je dirais que dès que ça devient associé le plus à des émotions négatives, comme plus désagréables, si on peut dire, là, des conflits, tu sais, ça peut être juste un bon moment pour... pas nécessairement... c'est toujours un bon moment pour aller consulter puis en parler, là, mais tu sais, juste des fois avoir une conversation en couple, puis redéfinir un petit peu qu'est-ce qu'on veut, puis... Puis c'est vrai aussi que des fois, tu sais, pour la consultation, on le voit beaucoup, on attend qu'il soit... Tu sais, il n'est jamais trop tard, mais des fois, on attend que la difficulté ou le problème soit un petit peu plus cristallisé, tu sais, qu'il soit plus vraiment... on dirait, j'ai pas de définition du mot cristallisé, là, mais... que ça soit comme, bien ancré, là. Puis c'est plus difficile, c'est sûr que si cette dynamique-là, elle dure depuis 5, 6, 10 ans, beaucoup plus difficile à déconstruire que si
ça fait quelques mois, là, puis que là, on va consulter, puis on repart sur des bonnes bases un petit peu, là. Puis, tu sais, je me demandais, même si je me doute un peu de la réponse, mais est-ce que c'est normal de pas avoir le même désir? Là, Ouais, puis souvent aussi, ce qui arrive, c'est que les gens ont l'impression que ça l'est pas parce qu'au début, ils voyaient pas ça. Puis c'est sûr que ça paraît moins en début de relation parce que, bon, il y a tellement de choses qui viennent jouer, tu sais, c'est nouveau, puis c'est excitant, puis on découvre l'autre personne, puis souvent, des fois, on n'habite pas ensemble, on a comme hâte de le voir l'autre, il y a beaucoup de choses qui viennent jouer, mais avec le temps, tu sais, c'est normal, là, on peut pas s'attendre à avoir toujours envie en même temps, au même moment, de la même façon, dans les mêmes contextes. C'est normal qu'il y ait un écart de désir. Là où ça devient problématique, c'est dans la façon de le gérer, en fait, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est comment est-ce que t'es capable de l'aborder ou pas. C'est vrai, puis tu sais, je pense que des fois, en tout cas, même on a parlé tantôt un peu des émissions et tout, ben on voit pas non plus tant que ça les écarts de désir, là. Tu sais, on en parle pas beaucoup, puis je pense que là, on commence de plus en plus à en parler, puis de normaliser cet écart-là, puis que ça veut pas nécessairement dire que la personne t'aime moins, tu sais. Puis tu nommais aussi qu'il peut y avoir des rapprochements autres que, tu sais, vraiment juste sexuels. Puis ça, je pense que des fois, tu sais, t'en parles de juste dire « Hey, vous pouvez juste vous faire des colleux, tout ça. Puis je pense que c'est... Des fois, on oublie que peut-être qu'en ce moment, t'as moins de désir, mais tu veux quand même avoir plus des rapprochements, te coller avec la personne, puis ça va te faire du bien aussi. Ouais, puis je pense que ça, souvent, on l'oublie parce que quand la sexualité devient un petit peu plus source de conflit puis de tension, ben on vient à s'éloigner puis éviter toutes ces formes-là de rapprochement aussi. Fait que c'est la pire chose, en fait, là, pour le désir, tu sais, ça l'empêche de naître ou de rester dans la relation, en fait, là. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, ça t'en parlait que t'as quand même des fois des consultations pour ça. Fait que tu nommais un peu d'en parler et tout, mais est-ce qu'il y aurait peut-être des trucs pour... ben, tu sais, je sais qu'il n'y a pas de trucs miracles, bien évidemment, mais des petites choses qu'on peut faire, des moyens, tu sais, pour peut-être augmenter notre désir. Ouais. Ben, une des choses, je pense que c'est de commencer, ben, comme je disais, par juste adresser la situation ensemble, mais commencer aussi par définir, tu sais, qu'est-ce qu'on veut, là, dans notre intimité, là, qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qu'on veut pas, ou qu'est-ce qu'on veut plus, là, justement, dans des périodes de changement ou autres, ou même juste avec le temps, on vient qu'on développe une certaine routine, on refait les mêmes choses de la même façon, peut-être que ça fonctionnait au début, mais qu'aujourd'hui, t'as plus envie de ça, là. Fait que juste de prendre le temps de discuter ensemble, ben, y a-tu des choses qui nous conviennent pas dans l'intimité, comment on peut avoir plus de fun ensemble, avoir plus de plaisir, puis c'est une bonne étape là, pour commencer. Là. C'est vrai que des fois, je pense, en début de relation, tu vas moins le communiquer parce que c'est plus facile, c'est plus fluide, mais là, après ça, tu sais, la routine embarque, quand t'habites avec la personne, toutes les tâches du quotidien, donc de prendre le temps d'avoir cette discussion-là, je pense que c'est vrai que ça peut vraiment être aidant. Tu sais, si, mettons, quelqu'un dirait, je sais pas comment aborder ça, tu sais, comment commencer une discussion. C'est sûr que, encore une fois, pas de meilleurs moyens, là, mais un peu, est-ce que des fois, tu peux dire, parce que je sais, des fois, il y a des personnes qui disent de pas d'en discuter, mettons, dans la chambre, que c'est, genre, ils disent, je sais pas si ça a été vraiment prouvé, là, mais j'ai déjà entendu qu'ils disaient, si t'en parles, mettons, dans la chambre à coucher, des difficultés sexuelles, mettons, dans le lit, ben c'est peut-être pas la meilleure place parce que ton cerveau peut... En tout cas... OK, j'ai pas entendu ça! J'avais entendu parler de ça, mais je sais pas s'il y a un peu comme des trucs pour aborder ça. Ben, c'est sûr que je pense que c'est de commencer par choisir un bon contexte pour le faire, là, tu sais, où on n'est pas sur le vif des émotions, là. C'est sûr que si une relation, par exemple, intime qui soit un petit peu moins bien passée, ben... tu sais, comme oui, de l'adresser, mais c'est peut-être pas le moment pour avoir la conversation non plus. Fait que, tu sais, de prendre un moment où les deux, on est disposés à l'avoir, on n'est pas trop dans le vif des émotions, puis juste de parler, tu sais, de pas rentrer dans le blanc ou dans les accusations, mettre la faute sur l'autre personne, mais d'y aller avec comment on se sent, puis qu'est-ce qu'on veut pour notre relation, là, en fait. Là. Un petit peu comme on pourrait gérer un conflit, tu sais, de pas blâmer l'autre personne, puis d'être... dans un ton aussi agressif et tout, puis, tu sais, des fois, un bon truc qu'on peut voir, c'est à la place d'être l'un contre l'autre, ben, tu sais, il y a une difficulté, mais les deux, on va vouloir régler la difficulté. Je pense que comme ça, chaque personne ne va pas se sentir attaquée sur la discussion. Ouais, définitivement. Puis ça, c'est vraiment un bon point, parce que souvent, le problème que les gens vont voir, ben, ça va être soit souvent, principalement, c'est la personne qui a pas de désir qu'on considère qui est le problème, tu sais. Mais c'est vraiment, comme tu dis, c'est pas un contre l'autre, puis c'est pas ni un ni l'autre qui est le problème. C'est pas d'avoir plus de désir, c'est pas d'avoir moins de désir, c'est qu'il y a un écart entre les deux. Fait que c'est ça qu'il faut adresser, tu sais. Puis c'est vraiment...
Ben, je te parlais avant le podcast, c'est que j'ai sorti mon programme pour les couples, pour gérer les corps de désir, puis c'est vraiment ça aussi que j'ai voulu prendre comme angle, parce que souvent, on va parler de comment augmenter le désir, ou tu sais, c'est souvent ça que les gens viennent chercher en consultation, juste comment augmenter le désir parce qu'ils ont l'impression que c'est eux le problème, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas avec eux. Mais dans le programme, on parle vraiment de comment gérer l'écart entre les deux, tu sais, pour retrouver une sexualité épanouie, le fun, mais qui convienne aux deux personnes, en fait, là. Ouais, c'est vrai que des fois, on se dit, ben, c'est la personne, en tout cas, j'ai l'impression qu'on l'entend beaucoup, c'est la personne qui a moins de désir qui doit se forcer, là. Mais, tu sais, je pourrais mettre le lien de ton programme, là, si tu veux, sur la barre d'infos, fait que si jamais ça intéresse des personnes, ça peut toujours, tu sais, ça va être, je pense, encore plus poussé, là, c'est sûr qu'on a une petite discussion de 45 minutes, 50 minutes, fait ben, j'ai vraiment aussi misé sur le fait que ça soit des exercices concrets à faire, là, tu sais, parce que, comme, je pense que déjà, souvent, dans ces situations-là, la sexualité est devenue vue comme une tâche, puis quelque chose d'un peu lourd de tension, là, fait que, c'est pas non plus d'aller écouter des heures et des heures, comme de contenu, là, fait que c'est vraiment des petites capsules simples, puis des exercices à appliquer en couple pour être capable de reconnecter, puis de redécouvrir une intimité, au-delà aussi de juste, comme, la sexualité, puis de ce qu'on entend par la sexualité, là, qui est souvent... de le voir un petit peu plus global, puis peut-être de manière un petit peu plus positive, puis que ça soit pas, comme t'as nommé, là, une tâche ou devoir. Tu sais, souvent, si on se dit je dois faire ça, ben, ça nous donne moins envie que si on se dit tu sais, je vais le faire, je pourrais le faire. Fait que c'est aussi des fois la manière comment on va interpréter les choses. Définitivement. Puis, les langages de l'amour. Oui! On en a parlé un petit peu tantôt. Est-ce que ça arrive... Ben, on peut peut-être expliquer rapidement c'est quoi les langages de l'amour, puis après ça, un peu discuter est-ce que ça a réellement un impact dans les relations. Fait que je sais pas si tu veux peut-être un petit peu te lancer rapido. Ben dans le fond, tu sais, c'est une thèse qui existe, les 5 langages de l'amour. J'ai toujours de la misère à me rappeler des 5 puis les énumérer, là. On a... le toucher. Toucher, les moments passés. On a offert des cadeaux, les petites attentions, et l'autre, je ne le sais plus. Les moments de qualité, tu l'as dit? Les paroles. Ah, puis les paroles. C'est ça. Exact, donc, on les a nommés les 5. Toucher, paroles, moment de qualité, service rendu, puis les cadeaux. Oui, exactement. Donc, c'est ça. En fait, c'est un peu controversé comme thèse parce que ça a été... c'est ressorti d'une petite partie de la population, là, de ce que je disais tantôt, donc c'est pas nécessairement représentatif de tous, mais c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé partout dans le monde, puis je l'entends souvent en consultation, tu sais, les gens se réfèrent beaucoup à ça. C'est un concept qui revient souvent. Puis, bon, tu sais, est-ce que c'est vraiment comme prouvé ou universel pour tout le monde que c'est ces 5 langages-là ou que tout le monde a vraiment un ou deux qui sont prédominants, je sais pas, mais clairement, chaque personne a des façons dont elle va plus se sentir appréciée, des façons dont elle va plus apprécier se faire des gestes, des actions qui vont faire en sorte qu'elle va plus se sentir appréciée ou aimée, tu sais. Puis souvent en relation, ben, ou en général, on va avoir tendance à exprimer notre amour, nos sentiments, notre appréciation à l'autre personne, de la façon dont nous, on aimerait le recevoir. Puis je pense que une des choses qui est centrale à se rappeler, c'est que, ben oui, c'est une bonne chose de savoir c'est quoi la façon dont notre partenaire nous fait sentir, apprécier selon ses façons à lui ou à elle, mais ça n'aura peut-être pas autant d'impact que si on lui exprime de la façon dont la personne aime se sentir aimée ou appréciée. Je sais pas si c'est clair dans la façon dont je l'explique, là, mais si pour nous, c'est vraiment, par exemple, les cadeaux qui nous font sentir appréciés, puis on va peut-être avoir tendance à plus offrir des cadeaux à l'autre personne. Fait que oui, si notre partenaire le sait que pour nous, c'est ça, ben elle va pouvoir rationaliser puis se dire « Ok, tu sais, si il m'offre des choses comme ça, c'est parce que il m'apprécie ou il m'aime. » Mais ça aurait peut-être pas autant d'impact que si la personne... si pour nous, c'est les paroles valorisantes, ben si l'autre personne utilise ça pour nous en faire part, ben ça risque d'avoir plus d'impact parce que c'est ça pour nous, en fait, qui est important. Là. Fait que, tu sais, ça n'a pas nécessairement tu sais, ça peut avoir un impact. Dans le fond, parce que j'en comprends, tu sais, c'est pas... mais je pense un peu comme tout, là, il va tellement avoir de taille sur certains sujets, tu sais, si on en prend un petit peu de chaque, on est comme capable d'avoir une vision globale, mais de peut-être regarder, moi, tu sais, qu'est-ce qui me fait du bien. Tu sais, moi, je sais que c'est, je te le disais tantôt, c'est vraiment les moments passés ensemble, puis c'est moi... Je suis toujours la personne qui va organiser, que ce soit avec mes amis, avec mon partenaire, ma famille, organiser des moments ensemble, puis... Il y a certains de mes proches que eux c'est pas comme ça qu'ils vont démontrer leur amour ou ils vont même pas avoir l'impression que j'ai pas
pas qu'ils vont pas avoir l'impression que je les aime ou pas, mais ils vont se dire comme « Ah, moi, tu sais, je préfère les mots. Fait que je préfère que tu me dises « Wow, t'es resplendissante aujourd'hui, t'as une belle énergie. » que tu m'invites à aller marcher. Fait que, tu sais, de voir un petit peu c'est quoi que notre partenaire, puis tu sais, je pense qu'on peut aussi le mettre dans nos relations en général, de regarder, tu sais, ça peut être le fun des fois de juste se dire « Hey, c'est quoi toi tu préfères? Ok, moi je préfère ça », puis d'un peu s'ajuster en lien avec ça, là. Ouais, vraiment. Ouais. Puis au-delà de ces langages-là, c'est ça, c'est de voir la personne, qu'est-ce qui la fait sentir appréciée, puis au niveau de l'intimité aussi, la sexualité, qu'est-ce qui la fait sentir désirée, puis d'essayer de miser plus là-dessus plutôt que de juste projeter qu'est-ce que nous, on aimerait, qu'est-ce que nous, on fait sentir aimer ou désiré. Ouais, puis je pense que c'est un réflexe un petit peu naturel c'est normal. C'est ça, de donner qu'est-ce qu'on aime recevoir, là. Mais là, c'est peut-être un petit peu d'essayer de se mettre à la place de la personne. Puis je supposerais que ça me fait penser un peu en lien avec les langages de l'amour. Je sais que certaines personnes, tu sais, en fait, souvent quand tu vas te sentir apprécié, je pense que tu vas avoir un petit peu plus de désir, tu sais, si tu sens que la personne, tu sais, t'apprécie. Puis je sais que pour certaines personnes, moi j'avais une de mes amies qui me nommait quand on passe des beaux moments ensemble, tu sais, on va faire une journée, je sais pas, plein air, oui, elle aimait beaucoup faire du plein air. Après ça, le soir, on revenait, puis même si j'étais fatiguée, j'avais beaucoup plus de désir parce qu'on a passé un moment ensemble, puis moi, c'est comme ça que je me sens appréciée. Ouais, définitivement. Pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui va être essentiel, là. C'est ça, des fois, les gens, c'est quelque chose qui revient beaucoup en consultation, là, tu sais, ils me disent, je comprends pas comment qu'on pourrait avoir passé la journée chacun de notre côté à travailler, rentrer dans la routine, être dans le jus, pas à peine s'être parlé de toute la journée, pas avoir connecté, pas avoir ri, ou tu sais, puis après devoir passer de 0 à 100 avec comme l'excitation puis du désir sexuel. Ben c'est vrai, puis ça, je pense qu'on le voit quand même dans les films, en tout cas, j'ai eu cette vision-là, les deux personnes reviennent du travail, puis là, je veux pas dire qu'ils sautent dessus, mais dans les films, ça ressemble à ça, là, fait que c'est vrai que ben peut-être que t'as besoin de faire une petite activité, un petit moment ensemble. Des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, c'est 5 minutes, là, juste jaser, se demander comment était la journée, se faire un câlin ou comme se regarder dans les yeux, là, puis ça peut faire une différence, là. Ouais, puis c'est vrai que des fois, on cherche je le vois moi-même en relation d'aide, souvent les personnes vont chercher le truc miracle, la grosse chose qui va fonctionner, puis je pense que c'est normal, on est des humains, mais de se dire que des fois, des tout petites choses, des petites actions peuvent vraiment améliorer, tu sais. Mais oui, puis chaque personne a des besoins différents aussi, là, tu sais, je sais que les gens aimeraient avoir comme une solution ou le truc, mais il y en a pas de truc universel, c'est vraiment juste de se ramener à soi-même puis qu'est-ce qu'on a besoin. Ouais, puis je pense que c'est ça aussi, tu sais, là c'est le fun parce qu'on parle des questions un peu plus comme précises, mais c'est sûr que nos réponses, là, on essaie peut-être que ça soit un petit peu plus comme avec des trucs et tout, mais que c'est vrai. Tu sais, ça peut être encore plus nuancé et général, puis je pense que c'est pour ça que des fois, c'est sûr que dans des podcasts, c'est plus facile parce qu'on est capable d'avoir une discussion plus précise, puis pas de juste faire une petite vidéo de 30 secondes. Mais je pense que des fois, tu sais, de juste prendre vraiment le temps de se poser les questions à soi-même, ça peut être très aidant. Puis, ben, si tu veux, on peut y aller un petit peu avec la partie des questions qu'on a reçues. Ben, tu sais, ça revient un petit peu, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on n'aura pas dit. Mais la première question, comment avoir plus de libido? Tu m'as dit en plus que c'était une des classiques questions. Oui, c'est ça qui revient le plus. Puis, encore une fois, il n'y a pas de truc universel. C'est bien plate, là. Il n'existe pas de pilule magique ou comme de trucs miracles. Mais je pense qu'un des éléments qui est central, tantôt je l'ai dit, c'est un peu de définir, nous, quel genre de sexualité on veut. C'est quoi notre idéal? C'est quoi nos besoins dans la sexualité? Est-ce que notre sexualité correspond vraiment? Puis de se demander qu'est-ce qui va venir stimuler notre désir, tu sais, c'est quoi nos turn-on, c'est quoi les contextes qui vont faire en sorte que ça va être plus propice à ce qu'on ressente du désir. Puis ça, souvent, c'est la partie que les gens ont un peu moins de difficulté, là, tu sais, souvent, on va aller miser là-dessus, là, tu sais, OK, qu'est-ce qui pourrait stimuler le désir? Des jouets, de la lingerie, des petites choses comme ça, de la nouveauté. Mais ça, c'est la partie un peu plus fun à travailler, peut-être, mais c'est aussi important d'aller voir, ben, qu'est-ce qui nuit à mon désir, tu sais, en ce moment. Est-ce qu'il y a des choses dans ma relation qui fonctionnent pas? Est-ce que mon état mental, psychologique, tu sais, est-ce que je suis disposée à ça? Est-ce que mes besoins de base sont répondus, tu sais? Est-ce que... est-ce que c'est quoi, ça va être quoi qui va venir freiner un petit peu ou nuire à mon désir, là, puis c'est ça aussi qu'il faut aller creuser, puis quand il y a des dynamiques un petit peu dans le couple, là, qui sont ancrées, comme on disait tantôt, depuis un certain moment, quand il y a une pression, ben là, c'est ça qu'il faut aller déconstruire, en fait, là. Ouais, c'est vrai que là, on parle un peu de qu'est-ce qu'on aime, mais peut-être de réfléchir aussi qu'est-ce qui va moins nous attirer ou qu'est-ce qui va peut-être un peu plus nous rendre down, tu sais, dans notre relation, puis
de le voir, comment on peut le travailler pour que ça devienne plus positif, là. Ouais. Ouais, parce que souvent, tu sais, la baisse de désir sexuel, ça va être un petit peu la pointe du iceberg, puis j'avais fait une publication là-dessus il y a pas longtemps, je sais pas si tu l'as vu, mais... Je sais plus. Ouais, tu sais, c'est un peu comme un symptôme du reste, mais souvent, il y a beaucoup de choses qui vont venir se cacher en dessous, puis c'est ça qu'on veut aller creuser, tu sais, c'est quoi qui nuit au désir, en fait, là, parce que souvent, les gens viennent, OK, j'ai plus de désir, je veux l'augmenter, mais, tu sais, comment tu vas, tu sais, comment va le reste de ta vie, comment va ta relation? Ben, c'est vrai, parce que des fois, tu sais, je pense que où tu peux vivre quelque chose de personnel vraiment difficile, tu perds un proche, ben, ça se peut que pendant ce moment-là, t'aies moins de désir sexuel, puis c'est normal, puis ça se pourrait qu'en fin de compte, t'en aies plus parce que toi, dans des moments difficiles, tu sais, t'as besoin de ça, mais de regarder c'est quoi qui se cache en dessous. Puis c'est vrai, je m'en souviens de la publication, puis t'avais comme écrit un peu... des facteurs qui pouvaient venir jouer, là. C'est ça, puis je pense, en tout cas, moi, j'aime beaucoup les images et tout, c'est vrai que souvent, on va juste voir la pointe parce que c'est ça que tu vois, mais de tout réfléchir à qu'est-ce qu'il y a en dessous, là. Que ça peut être un bon petit truc. Sinon, j'ai 21 ans et j'ai jamais eu de relation sexuelle. Est-ce normal? Est-ce normal? Ça aussi, c'est la question avec comment augmenter le désir qui revient le plus par rapport à tout ce qui touche la sexualité. Mais tu sais, oui, c'est normal, puis je pense qu'il y a peut-être une pression aussi, entre autres, là, sociale. C'est quelque chose que je vois beaucoup aussi en consultation, là, tu sais, à partir de dans la vingtaine ou même trentaine, des fois, là, les gens ils ressentent une pression à développer des relations significatives, à avoir des relations sexuelles, mais tu sais, il y a pas d'âge normal, là, il y a pas d'âge qui devrait être respecté, qui est comme universel. Je pense que c'est vraiment en fonction de quand on est prêt, puis il y a pas... tu sais, je pense que c'est de se questionner aussi, est-ce que la pression vient plus de nous? Est-ce que c'est vraiment un besoin qu'on ressent, une envie qu'on a? Ou est-ce que c'est plus de notre entourage, de nos proches? Tu sais, je sais que dans le temps des fêtes aussi, là, même là, on parle d'avoir des relations sexuelles, mais tu sais, pour la pression d'être en couple, là, c'est quelque chose qui peut ressortir pendant le temps des fêtes parce qu'on se fait poser la question, puis là, c'est un moment pour comme être en famille, avec nos partenaires, fait que ça peut amener une pression supplémentaire à l'entourage, là, caca, le petit chum, la petite blonde, là. Vraiment, puis tu sais, je pense que même on le voit un petit peu plus des fois des personnes que maintenant, ben ils décident de pas être en couple pour X raisons, fait que tu sais, je pense que c'est de normaliser ça parce que t'sais, dans le fond, si tu t'écoutes toi, ben c'est ça l'important, je pense, là. Puis c'est vrai que certaines personnes, des fois, elles vont se mettre une pression, puis même au secondaire, je l'entends quand même beaucoup des jeunes qui sont comme « Hey, j'étais en secondaire 3, j'ai pas encore eu de relation, j'ai pas encore eu de chum », puis tu te compares, puis j'ai l'impression quand t'es dans des environnements aussi qui favorisent un peu la comparaison, tu sais, secondaire, en tout cas. Je trouve que ça favorise quand même vraiment, la comparaison. T'es avec beaucoup de personnes, tout ceci un petit peu. Donc, je pense de revenir à soi puis de se dire, tu sais, moi, c'est quoi mon réel besoin si j'oublie l'alentour, tu sais, si j'oublie l'environnement. Exact, ouais, puis il y a pas juste des désavantages aussi, justement, là, tu sais, à attendre, là, parce que des fois, les gens vont se comparer, mais, tu sais, premièrement, on sait pas ce que les gens vivent réellement. Est-ce qu'ils sont vraiment dans une relation qui leur correspond ou sont juste en relation pour dire qu'ils sont en relation, tu sais? Ou est-ce qu'ils ont des relations sexuelles ou une vie sexuelle active juste par pression pour correspondre à la norme ou vraiment parce qu'ils en ont envie avec des partenaires qui leur plaît et tout? Fait que je pense que c'est important aussi de le garder en tête, puis des fois, ben, d'attendre ou d'en avoir plus tard, ça fait en sorte que, ben, peut-être que quand on va en avoir des relations intimes, des relations significatives de couple, peu importe, ben, ça risque d'être des relations qui nous correspondent plus ou, tu sais, qu'on va avoir eu le temps de faire cette introspection-là de qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi qu'on a besoin, puis... C'est vrai que, tu sais, tu peux te comparer à tes proches qui sont en relation, mais ou même des personnes sur les réseaux sociaux, mais on connaît pas leur réalité, puis que ça soit sur les réseaux sociaux ou même avec des proches, c'est rare, ben tu sais, ça arrive que tu vas avoir des discussions profondes, que tu sais, tu vas savoir vraiment comment que ça va dans le couple de l'autre, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui se sent à l'aise d'en parler, c'est pas tout le monde qui va être capable de démontrer une vulnérabilité, puis nommer que, ben moi, en fin de compte, tu sais quoi, ça fait 1 mois qu'on n'a pas eu de relation sexuelle, parce qu'on vit ça, puis c'est ça, tu sais. C'est vrai c'est rare qu'on en entend parler, là. Je pense que... ça peut... Mais tu vois, ça me surprend. Ben, pas ça me surprend, mais on dirait que j'aurais pas pensé que ça aurait été quand même une des premières questions qui revient souvent, là. Ben, pas nécessairement. Le fait de « est-ce que je suis normale » qui revient souvent, là. Cette partie-là, là. Mais que ça soit... mais c'est quand même un motif de consultation qui revient, là, souvent de... ben, comme... quelquefois, là, où justement les gens se posent des questions pour savoir est-ce que c'est normal de pas avoir eu de relations significatives ou veulent juste explorer un petit peu, là, tu sais, comment
comment rencontrer ou le dating un petit peu. Mais c'est ce que les gens veulent savoir souvent, c'est est-ce que je suis normale? Est-ce que je suis normale d'avoir telle préférence? Est-ce que mon désir sexuel est normal? Est-ce que mes fantasmes sont normaux? Ouais, mais tu sais, je pense que tant que t'écoutes tes besoins puis que c'est fait d'une façon respectueuse, tu sais, avec le consentement et tout, c'est normal, là, tu sais. On a toute notre... on a tous aussi notre définition de la normalité, là, tu sais. Ça peut être... pour toi, c'est normal, mais pour ta meilleure amie, ça l'est pas. Ben oui. Tu sais, c'est différent avec les besoins. Tellement. Là, on a parlé même un petit peu des fêtes, puis ça fit avec la prochaine question. Des petites idées de date pour le temps des fêtes. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'en plus, je sais que souvent, des fois, tu sais, des petits cartons comme je l'ai juste là en plus. Mais c'est ça, je trouve ça le fun que tu parles aussi des idées d'activités, de dates à faire, parce que c'est vrai que des fois, on peut... tu sais, moi, ça fait quand même longtemps, j'étais avec mon partenaire, puis des fois, je suis comme, mais là, on fait quoi? Tu sais, après 8 ans, on dirait que j'ai comme plus d'idée de qu'est-ce qu'on fait, là. Ouais, puis dans la télé que j'ai faite cette semaine, là, c'est quelque chose qui ressortait aussi, justement, tu sais, des fois, c'est juste la charge un peu de devoir penser à une idée de date, fait que, ça, tu sais, personne s'en charge, ou comme ça nous tente pas, on est fatigué de notre vie qui va vite, puis du quotidien, puis on finit juste par, comme, regarder la même série, chacun sur notre téléphone, chacun de notre côté, parce on n'arrive pas à penser à des idées. Mais oui, j'avais créé un jeu avec des idées de date, là, qui est encore disponible sur mon Instagram, là, que je ferai gratuitement à télécharger, fait que là, il y en a plein des idées de trucs à faire, mais je pense que, tu sais, la raison pourquoi j'en parle aussi, tu disais, tu sais, c'est tu sais, la sexualité, ça va tellement au-delà de juste ce qu'on entend par la sexualité, de ce qui se passe dans le lit, comme on parlait tantôt, tout ce qui se passe dans la relation, tout le contexte de la relation, du couple, de la connexion a tellement d'impact sur le reste. Fait que c'est important de prendre le temps, tu sais, dans ces moments-là. Puis souvent, les gens, peut-être, ont l'impression qu'ils ont pas le temps de prendre, tu sais, pour des dates, ou on a l'impression qu'il faut que ça soit quelque chose de grand, faut que ça soit, tu sais, on a besoin d'un voyage, on a besoin d'une fin de semaine au complet, d'une grosse soirée. Mais des fois, ça peut être des mini-dates, là, de 10-15 minutes, là, prendre le temps avant de se coucher, de se coller, de se parler, prendre un petit mini-moment dans la journée, là, où on se croise pour juste comme... Ouais. C'est pas besoin que ça soit... tu pars dans un chalet qui coûte 2000$, là, tu sais, ça, on peut revenir aussi un petit peu... aux petites attentions, là, puis je pense que ça peut faire un lien, tu sais, beaucoup, moi, sur mes réseaux, qu'est-ce que j'essaie aussi de démontrer, c'est, des fois, on dit comme romantiser, tu sais, ta vie, de juste rendre ça plaisant, puis sans que ça soit gros, tu sais, ça peut juste être, tu vas faire ton petit café le matin, mais tu vas prendre le temps de le faire avec ton chum, avec ta blonde, puis de juste parler un petit peu, on se lève comme un petit 10 minutes plus tôt juste pour prendre ce temps-là. Tu sais, c'est pas besoin que ça soit 2 heures à chaque jour. Là. Je pense que les petits moments, ça peut être autant positif. Ouais, vraiment. Mais pour donner quand même quelques idées, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire en hiver. Puis je trouve que c'est une belle saison aussi pour ça, parce que c'est comme cocooning, puis on peut juste boire un chocolat chaud puis se coller avec des couvertures, ou comme, tu sais, aller prendre une marche dehors, faire un feu même à l'extérieur, aller patiner, il y a plein d'activités extérieures, le fun à faire, puis il y a plein de choses. J'en avais plein, mais tu sais, c'est vrai, puis de voir un peu plus est-ce que toi, ou même des fois d'essayer des nouvelles choses, tu sais, des fois ça peut être, il y a un salon de yoga proche, je vais aller essayer de faire du yoga avec mon partenaire, tu sais, ou des fois de se dire comme, parce que des fois, tu t'es... Ben, bien évidemment, t'es toujours différent de ton partenaire, on n'est pas la même personne, mais de se dire, hey, moi, j'aime ça faire ça. Ok, ben, aujourd'hui, on passe une journée dès qu'on fait mes activités, puis lui, ou elle, elle se pratique à faire les activités que moi je fais, ben, après ça, l'autre journée, ben, c'est l'autre personne qui décide. Je pense que ça peut aussi être plaisant, ça peut nous faire découvrir d'autres... Tellement. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande souvent, parce que souvent, la charge d'organiser les dates, les activités revient à une personne dans le couple. Fait que d'alterner, c'est vraiment le fun. Ça peut être soit justement d'alterner, un propose une activité qu'il a envie, l'autre propose, ou des fois ça peut être même pour ajouter un peu de surprise, tu sais, un surprend l'autre avec une activité qu'il pense qu'il lui plairait, tu sais. Puis bon, d'alterner ça. Comme ça, mais je pense que ça peut vraiment aider, là. Ouais, fait qu'on peut vraiment rendre ça agréable, sur des dates, puis pas de se dire, faut qu'on passe un moment ensemble, je suis fatiguée. Ben oui, c'est juste ça, comme au pire, si on est plus fatigué, ben on fait une date plus relax ben aussi. Oui. Là. Fois, ça peut être juste de prendre un petit bain, là, tu sais, ensemble, une douche, comme des chandelles, de romantiser ça un petit peu, comme tu disais tantôt. Dernière question, déjà. Comment garder la flamme dans une relation? Mais je pense qu'on en a parlé beaucoup, là. Mais je pense que c'est vraiment ça, en fait, le point que j'amenais tantôt, c'est de pas attendre toujours qu'on
d'avoir le temps ou de pouvoir créer des gros moments ensemble, ou, tu sais, c'est de prendre des petits moments qu'on a dans notre quotidien, puis de prendre le temps de connecter, tu sais, même si on a juste, comme je disais tantôt, un 10 minutes, un 15 minutes, tu sais, par des petites actions, là, que ça soit justement de prendre le temps de prendre notre douche ensemble, ou comme de s'endormir ensemble, tu sais, de se parler 5-10 minutes avant de s'endormir, à la place de regarder notre téléphone chacun de notre côté, de prendre le temps, tu sais, de se faire un câlin, de s'embrasser, de se demander comment a été notre journée quand on revient du travail, tu sais, ça peut être dans des petites intentions comme ça aussi. Puis, ouais, de prendre le temps de passer aussi des moments de qualité ensemble, puis moi, je suggère souvent pour les personnes occupées de le mettre dans l'horaire. Ouais. Puis les gens, des fois, ont l'impression que ça gâche la spontanéité. Puis, tu sais, je parle pas nécessairement de planifier là, la sexualité à l'horaire. Tu sais, je comprends que pour certaines personnes, ça peut avoir l'effet inverse puis être comme un turn-off. Mais de planifier soit des moments de qualité ou soit des moments intimes. Puis il y a moyen de rajouter de la spontanéité en surprenant l'autre ou en surprenant quand même là-dedans. Mais, tu sais, au moins de se dire, ben ça, c'est un moment qu'on a pour nous. Puis ça permet d'avoir hâte aussi de l'anticiper positivement. Tu sais, quand on est dans un début de relation puis on n'habite pas ensemble, là, sont prévus nos dates, là, sont prévus nos moments, sont pas si spontanés que ça. Là. On le sait là, que vendredi soir, on va se voir, puis peut-être qu'on va aller souper ou qu'on va faire quelque chose, puis on a hâte, puis ça permet de nourrir ça toute la semaine, tu sais. Fait c'est vrai, ça. Parce que j'avais pas pensé à ça, que c'est vrai qu'en début de relation, ben en fait, t'organises beaucoup des dates parce que c'est le moyen pour se voir. Fait que c'est vrai de prendre cette habitude-là, je pense que ça peut être vraiment aidant. Puis comme tu as dit, de le mettre dans son agenda. Puis, tu sais, au pire, vous écrivez pas l'activité que vous allez faire, mais juste, tu sais, moment en cours. Je pense que ça peut être... tu sais, pour les personnes aussi qui aiment être organisées, ben, tu sais, ils peuvent un peu plus être capables de dire « Ok, là, ça va être jeudi soir, je le sais. » Puis comme tu as dit, j'ai hâte. Fait que ça donne aussi un peu une émotion de... pas d'extase, là, mais une émotion de... En tout cas, t'as hâte. Ben oui, l'anticipation positive aussi, là, parce que, tu sais, souvent, les gens ont l'impression, au début, c'était tellement naturel, c'était tellement spontané, mais... ça n'était pas tant que ça, là, tu sais, il y avait plein de... tu sais, il y avait beaucoup de séduction, il y avait plusieurs intentions, petits gestes qui étaient faits, tu sais, dans le but de garder cette flamme-là, ou de la faire naître, peut-être, ou... fait que, tu sais, c'est de réintégrer ces choses-là, un petit peu, de les garder, en tout cas, là, au quotidien aussi, là. Ouais, c'est vrai, on dirait, je pense, souvent, mettons, les personnes dans les débuts de relation, tu sais, ils vont full bien se préparer, ça, ben tu sais, peut-être de le reproduire. Vraiment. Si les deux vous préparez pas ensemble, puis là, vous arrivez. Je pense que ça te remet un petit peu dans le bain de ton début de ta relation. Ouais, il y a des gens qui aiment ça recréer aussi un petit peu les premières dates, même des fois de se rejoindre à la place, tu sais, de pas partir ensemble, comme de se préparer, de pas voir l'autre, puis se rejoindre, mettons, au resto ou à la date qu'on a prévue, ou des choses comme ça peut comme rajouter un petit quelque chose de différent. Mais je pense qu'on a fait pas mal le tour. Oui! J'espère que ça va avoir quand même aidé les personnes. J'espère. Mais je suis sûre que oui. En tout cas, j'ai trouvé ça... en tout cas, on a proposé quand même plusieurs trucs, mais je pense que c'est quand même de se rappeler que c'est de revenir à ce que chaque personne a besoin, puis qu'il n'y a pas de solution universelle pour... Exactement. Et je vais pouvoir mettre les informations pour que les personnes aillent te suivre. Puis je pense que c'est... En tout cas, moi, j'aime vraiment beaucoup ton contenu. Vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ton contenu, puis tu sais, je trouve ça le fun. Je trouve ça toujours le fun de pouvoir parler de sexualité avec plus de nuances dans des podcasts comme ça aussi, plus que sur les réseaux en quelques secondes, comme on disait tantôt. Là. Mais merci à toi. Merci!